Donc, bonjour tout le monde, à tous ceux qui se joignent toujours à nous et à ceux qui suivent. On va démarrer, on va commencer la présentation. Donc, on va vous mettre la présentation en avant. On va disparaître de votre écran, on va être dans le bas, on va parler pendant la présentation. Donc, je vous passe ça. Ça devrait fonctionner comme ceci. Ah, on va juste chacun notre tour. On est dans le bas de l'écran. Il va falloir qu'on se passe chacun notre tour. Donc, la thématique aujourd'hui de la conférence, de cette série de 3 conférences, c'est important de mentionner 3 conférences sur la prévention des chutes, sur les facteurs, les risques de chute, mais aussi les moyens qu'on a pour essayer de prévenir ces chutes-là. Donc, on a 3 conférences. Normalement, si vous êtes inscrit au webinaire, vous êtes inscrit automatiquement aux 3 conférences. Vous pouvez y assister en direct ou en rediffusion. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de les suivre les 3 il va y avoir du matériel intéressant dans les 3. Donc, selon ce qui vous intéresse, vous pourrez en prendre une ou les 3. On vous conseille les 3 quand même, de préférence. Ils vont se compléter, en fait. Donc, aujourd'hui, on fait un peu une mise en bouche, si vous voulez. Donc, on fait un état général. En tant que kinésiologue, bien sûr, notre impact qu'on peut avoir avec vous, c'est vraiment de vous motiver à prendre des moyens pour améliorer votre condition physique en lien avec la prévention des chutes. Donc, aujourd'hui, cette conférence-là s'adresse à vous, à la maison, qui êtes sensibilisés justement à cette problématique-là qui peut survenir à tout âge, mais qui, à partir d'une 50aine d'années et plus, selon, bien sûr, votre niveau de condition physique, il y a une augmentation accrue, mesurable des risques. Donc, on voulait vous parler de ça. Ça semble quand même être un sujet qui revient lorsque vous nous posez des questions ou quand je regarde les courriels de Move 50+, associés aussi à d'autres problématiques qu'on pourra adresser pendant les 3 conférences du mois de mars, donc février et 2 en mars. Alors, si vous êtes prêts, on commence ça. Oui, quand ça tombe mal. Donc, aujourd'hui, principalement sur la prévalence des chutes. Donc, on va y aller pour notre deuxième. On va commencer avec les présentations. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me remets un petit peu dans le visuel. Donc, ceux qui moi, je m'appelle Annie Beaulé, j'ai une maîtrise en kinésiologie. Je suis gestionnaire du projet MOVE et ça fait à peu près 11 ans que je travaille pour l'organisme Circoli, qui travaille auprès d'une clientèle de 50 ans et plus, avec une belle gang de kinésiologues. Puis, on a développé, c'est sur le projet MOVE. Pour ceux qui sont moins familiers avec MOVE, on pourra en parler un petit peu plus à la fin. Mais je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est le projet MOVE 50+ sur le web. Ma collègue. Bonjour. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, je suis Marie-Noëlle Fontaine, donc je suis l'agente au projet MOVE 50+. Je travaille en tant que kinésiologue. Annick et moi, on est aussi avec vous là, dans les vidéos de MOVE. La beauté de ce beau projet-là, c'est qu'on fait tout. Donc, on est vraiment proche de vous. On conçoit les programmes, on a conçu le site web, on a conçu les plateformes, on travaille aux plateformes. Donc, c'est vraiment important pour nous lorsque vous nous écrivez. Je réponds à tous vos courriels et n'hésitez pas parce qu'on veut que MOVE vous ressemble. Donc, mon objectif vieillir en forme, ça s'adresse à vous. Alors, n'hésitez pas à nous donner des commentaires constructifs. C'est toujours très, très pertinent. Alors, je suis contente d'être avec vous. Ça fait plusieurs années que je travaille aussi à Circovie en tant que kinésiologue et sur le terrain avec ma belle gang dans mon beau village à Issimerne. Donc, je suis kinésiologue en communauté aussi. Alors, je suis contente d'être avec vous pour cette conférence-là. On va débuter par la base. C'est sûr que nous, on est des experts en conditionnement physique, en activité physique. Donc, c'est sûr que, oui, on parle de prévention des chutes, mais toujours dans le contexte où l'activité physique peut avoir un apport important pour la prévention des chutes. Donc, peut-être faire un petit survol des bienfaits de l'activité physique parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, l'activité physique va vraiment avoir un grand impact sur la santé cardiovasculaire et les maladies cardio-respiratoires, donc pour prévenir tout ça. L'hypertension, par exemple, la capacité à transporter l'oxygène vers les muscles. Donc, l'activité physique, c'est vraiment le médicament miracle pour vraiment prévenir tout ça.
La santé musculaire aussi, réduire la vitesse de la fonte musculaire, qu'on appelle la sarcopénie. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, ben en fait, c'est important de rappeler que cette problématique-là, mais ce fait-là, parce que c'est un fait, on perd tous de la masse musculaire à partir de 30 ans, à une vitesse plus ou moins rapide selon notre niveau de travail physique, donc selon notre niveau de conditionnement physique. Il faut travailler les muscles car les muscles sont un tissu très réactif aux stimuli. Pour maintenir des bons muscles, il faut travailler avec. Alors, on va y revenir plus en profondeur dans la prochaine conférence. Si les muscles, c'est quelque chose qui vous intéresse, on parlera de sarcopénie à ce moment-là. Mais gardez en tête que à rien faire, on entend souvent, oui, mais là, avant, j'avais des muscles, puis là, ça sont transformés en graisse. Ils ne se transforment pas, ils font juste s'aplatir. Donc, finalement, gardez en tête qu'à partir de 30 ans, on perd de la masse musculaire et encore plus rapidement à partir de la ménopause chez les femmes et de l'andropause chez les hommes. Donc, c'est un phénomène important qui a un impact direct avec les chutes, le risque de chute. Allez, on continue? Oui, vas-y. Oui, on continue. En fait, un autre bienfait très, très important. On parlait de maladies cardiovasculaires, cardio-respiratoires, de maladies coronariennes, mais on garde en tête aussi tout ce qui est bilan au niveau des triglycérides sanguins, votre ratio HDL-LDL, votre cholestérol en bon français. L'activité physique a un impact direct sur cette utilisation-là des lipides en circulation et bien sûr, tout ce qui est artérosclérose ou problématiques cardiovasculaires, on va avoir un impact là-dessus. La santé de vos tuyaux, en bon français. Ensuite, tout ce qui est aussi maladies associées au taux de sucre dans le sang, donc à la glycémie. On parle entre autres du diabète, on parle de l'hyperglycémie. Donc, les gens qui ont un diagnostic clair, là, on peut souvent engendrer un traitement, mais il y a beaucoup de gens qui sont en hyperglycémie long terme, donc qui sont en prédiabète ou diabétiques et ils ne le savent pas. Donc, c'est très, très important d'être conscientisé à cette réalité-là. Et l'activité physique fait autant partie de la prévention que du traitement du diabète de type 2. Donc, ça, on ne s'en sort pas. Et les grandes fondations, les grands organismes qui travaillent avec les gens diabétiques mettent toujours de l'avant cette prise en charge-là associée à l'exercice lorsqu'il y a un diagnostic de maladie. Oui, absolument. Bien sûr, l'activité physique va aussi aider au niveau de la composition corporelle, donc de tour de taille, quand on parle de tour de taille. Donc, avoir une meilleure composition corporelle, il y a un bon IMC, un bon indice de masse corporelle. C'est important aussi pour prévenir certaines maladies chroniques. Puis avoir une meilleure qualité de vie. Ça va nous aider aussi ça va avoir un impact important sur la prévention et l'aspect curatif au niveau de la santé mentale, tout ce qui touche l'anxiété, ce qui touche troubles de santé mentale comme la dépression, anxiété, on l'a nommé, le stress. Donc, vraiment, l'activité physique peut être très importante, tant préventif qu'en curatif à ce niveau-là. L'activité physique aussi va nous permettre de maintenir l'autonomie dans notre vie quotidienne. Donc, tout ce qui est transporter des objets, faire des rénovations, faire du ménage, mais on peut aller aussi loin que de s'habiller, pouvoir s'habiller, se lever d'un lit. Toutes ces choses-là, c'est sûr que l'activité physique va nous permettre de maintenir cette autonomie-là à long terme. Là, j'en entends, Annick, déjà qui dit, franchement, je ne suis pas rendue là, être en perte d'autonomie. Non, mais vieillir est un processus et ce n'est pas démocratique. On ne vieillit pas tous de la même manière. Et c'est important de conscientiser, surtout dans la conférence d'aujourd'hui, quand on parle d'autonomie à la maison, il suffit d'une chute et peut-être que toute cette belle réalité-là peut être reléguée aux oubliettes, du moins le temps qu'on se remette de la chute s'il y a eu des conséquences physiques graves. Donc,
le maintien de l'autonomie au quotidien, c'est la lutte actuelle pour maintenir les personnes qui vieillissent à la maison. Donc, il n'y a personne présentement qui a envie de s'en aller en centre de jour là, ou en CHSLD. On s'entend que c'est pas la tendance. On veut rester à la maison. Fait qu'il faut être conscient que ça passe par la prise en charge de sa condition physique et l'exercice. Puis, je trouve ça le fun que tu parles de processus. C'est un processus, mais je veux renchérir là-dessus parce que, oui, ça semble un peu, ça peut sembler un peu gros de dire, hey, s'habiller seul, se relever, mais posez-vous la question, comme on dit, c'est un processus souvent qui va avec le déconditionnement physique, qui vient avec l'âge et avec le fait qu'on bouge moins. Par exemple, peut-être plusieurs d'entre vous, je vous pose la question, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas assis au sol et vous êtes relevé? Ou couché au sol et vous le relevez? Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire « c'est vrai que ça fait un bon petit bout et je ne suis pas certaine que je serais capable de me relever du sol. » Et si cette interrogation-là est déjà présente dans votre tête, bien peut-être que le processus est commencé. Donc, on peut revirer ça de bord. Parce que c'est une chose qui est bien sûre et certaine, c'est que quand la chute survient, on a beau dire on fait de la prévention des chutes, on s'assure d'être en meilleure condition physique, personne n'est à l'abri d'une chute. Et où on va quand on chute? Ben c'est par terre. Donc, si on veut, pour emprunter une phrase d'un homme que j'aime beaucoup, M. Benoît Séguin, si on veut apprendre à nager, il faut aller dans l'eau. Si on veut apprendre à bien tomber, ben il faut être capable d'aller par terre. Donc, aujourd'hui, on va rester quand même un petit peu plus dans comment faire pour réussir à éviter une chute, mais sachez que de plus en plus, on travaille à réfléchir à, bon, la chute est en train de survenir, comment on peut faire pour limiter les dégâts. Donc, on pourra en glisser un petit mot vers la fin, là, mais c'est toujours intéressant de s'interroger. Est-ce que je peux aller au sol? Est-ce que je suis capable de me relever? Et les programmes pieds, les programmes d'équilibre intégré, dynamique, à ce moment-là, vont travailler là-dessus, être capable d'aller au sol et de se relever. Donc, ceux qui ont fait le programme pied, vous vous rappelez des étapes, probablement. Les pratiquez-vous. On change. Il reste 2 petits points au niveau des bienfaits. Bien, en fait, il y en a plusieurs, mais on ne fait qu'un résumé. Mais je pense que celui-là est quand même important. Donc, le fait de faire l'activité physique va favoriser une réduction des comportements sédentaires. Oui, c'est ça. La sédentarité, là, c'est quoi? En fait, c'est de passer plus de 6 à 8 heures par jour en position assise. Donc, avec une dépense énergétique moindre. Et c'est important autant que de faire de l'activité physique que de rester debout plus longtemps, en fait. C'est pas compliqué, c'est ça. On va essayer de réduire un minimum de 2-4 heures maximum en position assise tout au long de la journée si on exclut la période de sommeil. Et ça aussi, ça a un impact majeur sur ma condition physique, mais ça a un impact aussi sur la prévalence et sur les risques de mortalité précoce. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, vraiment, l'activité physique, on faut pousser fort là-dessus. Oui, puis avant de changer de slide, j'appuie Annick avec le fait que cette année, les instances, donc la Santé publique du Canada, l'OMS, ont ressorti nos fameuses recommandations en matière d'activité physique. 150 minutes. Ceux qui nous suivent, là, vous le savez, on insiste là-dessus. 150 minutes minimum d'exercice cardiovasculaire par semaine. 2 fois de la musculation, de toutes les masses musculaires du corps par semaine. 2 fois par semaine, des grands exercices de mobilité, d'assouplissement et d'équilibre pour réussir à maintenir des articulations en bonne santé. Et ça, c'est prioritaire pour permettre un meilleur équilibre. Donc, on parle d'équilibre, on parle de capacité de réaction pour être capable de se rattraper si on perd pied. Mais cette dépense énergétique-là doit être faite sur un continuum de 24 heures. Si on fait juste notre 30 minutes par jour, parce que si je fais 150 minutes d'exercice minimum, c'est 30 minutes par jour sur 5 jours. Fait qu'il y a 2 jours où techniquement, je suis en congé, j'ai fait 150 minutes. Alors, si je me fie juste à ce 150 minutes-là, puis je bouge 30 minutes par jour, qu'est-ce que je fais le reste du temps? C'est pas vrai qu'on va se taper
8 heures de marche dans la journée. Par contre, êtes-vous assis ou êtes-vous en action dans la maison? Du ménage, du jardinage, du bricolage, des tâches qui font en sorte que vous vous levez et que vous vous déplacez régulièrement. Donc, si c'est le cas, ces petites activités quotidiennes-là, en position debout et en déplacement à basse intensité, sont très, très, très importants. Et c'est nouveau dans la littérature parce que là, pas si longtemps, on était sûr que si on s'entraînait deux fois par semaine, 2 heures dans la semaine, là, puis qu'on mettait bien de l'intensité, c'était suffisant pour être capable de rester en bonne santé. Eh bien, non. Donc, on a vraiment à faire, oui, sur notre augmentation d'activité physique modérée à intense, mais oui, sur notre augmentation de l'activité physique légère. Et ça aussi, ça a un grand impact sur votre prévalence de chute. Donc, c'est très important de vous le questionner. Est-ce que moi, je suis assis pendant 8 heures? Des fois, quand on travaille, on n'a pas le choix. D'où l'avènement des fameux bureaux pour se lever. D'où la petite cloche sur le cellulaire, ping, à toutes les 20 minutes pour dire, OK, je fais des mollets, je sers mes fesses, je me lève. Et partout dans les bureaux, on a vu arriver toutes sortes de techniques pour faire en sorte que les gens se lèvent un peu plus. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, même quand on est à la retraite ou à la pré-retraite. Surtout, en fait. Surtout. Parce que tout dans nos milieux, dans notre domicile, souvent, favorise la position assise. Mais oui. La télévision, les appareils, bon, comptez le temps d'écran. Comptez combien de chaises vous avez chez vous, juste pour le fun. Combien de places assises vous avez à la maison? En moyenne, c'est plus que 30 chaises, là. Hein? On a tout le temps de place où aller s'asseoir. On n'a jamais... Donc, faites le décompte, amusez-vous. Et je vous mets au défi d'aller vous asseoir une fois par jour en ligne, là, une à la suite de l'autre, sur chacune de vos places assises de la maison. Ça fait du squat, Annick, là. Ça fait de la chaise, de la cuisse, c'est wow! Oui, dans un objectif de faire la musculation, oui. Là, non pas de passer du temps assis, bien sûr. Donc, tout ça pour terminer, c'est que les bienfaits de l'activité physique aussi vont avoir un impact sur la réduction des risques de chute, bien sûr. Puis, rapidement, là, on le dit dans nos autres, on l'a mentionné dans nos autres conférences, mais essayer de trouver un seul médicament qui peut avoir des bienfaits aussi grands sur tout l'ensemble de ces facteurs-là, de ces déterminants-là, il n'y en a pas. Okay? Donc, l'activité physique, vraiment, c'est une solution qui peut vraiment vous être utile pour améliorer la qualité de vie puis vraiment penser pouvoir vivre plus longtemps bien. J'ai eu une question, j'ai regardé quand même rapidement les chats, des petites questions. Lynn Fournier, on va y revenir, la question sur les vidéos YouTube. On en parle tout à l'heure des moyens. Donc, on va y revenir. Je vous oublie pas, je me suis mis une note. Fait que si vous avez des questions comme ça pendant la présentation, n'hésitez pas. Des fois, je vais lire au fur et à mesure que je les note. Puis si c'est opportun, je vais répondre tout de suite. Si les points s'en viennent plus tard, je vais répondre un petit peu plus tard. Peut-être quelque chose qui serait opportun maintenant. Par exemple, il y en a qui des fois, ils peuvent avoir un problème de connexion. Il y a 2 choses qui peuvent arriver si vous avez un problème de connexion. En fait, ça peut être votre Internet à vous. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres appareils d'allumés dans la maison. Ça dépend aussi de la vitesse de votre Internet. Si c'est nous, on va le voir, il risque d'avoir pas mal de monde parce qu'on a 120 personnes à notre conférence. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont nous écrire que ça ne fonctionne pas. Donc, ça se peut que ce soit vous. Puis, vous allez voir, il y a un petit onglet en haut de votre écran qui est marqué « Se reconnecter » ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, si c'est votre Internet, des fois, juste d'aller cliquer sur votre bouton « Se reconnecter », puis ça va reloguer sur notre série de conférences. Fait que j'espère que vous nous suivez toujours, que vous êtes toujours là. Juste pendant qu'Annick lit le prochain petit, il y a quelqu'un qui vient d'indiquer un petit commentaire. Là. Donc, elle a terminé en disant, est-ce que vous connaissez un seul médicament qui peut remplacer tout ce qu'on a nommé comme bienfait en lien avec l'activité physique? Ça ouvre la porte au fait qu'au Québec, il y a énormément de polypharmacies. Et ça fait partie, c'est là où on s'en va, avec les facteurs de risque associés aux chutes. Donc, oui, si on est capable de réduire le nombre de médicaments qu'on prend en adoptant de saines habitudes de vie,
on peut avoir un impact très, très important sur notre santé et sur les risques de chute. Donc, faut pas se leurrer. Une chute, ça peut être très grave. Si vous avez déjà chuté et que rien ne vous est arrivé, remerciez vos anges gardiens. Une chute, il suffit d'une fois et on peut à ce moment-là avoir une perte d'autonomie, une réduction majeure de mobilité, une fracture. Puis là, il n'y a pas juste la fracture de la hanche. Là. On peut avoir des fractures au poignet, au bras, aux chevilles, au visage. Si on se cogne, on peut avoir même une fracture du crâne, là, si on perd pied dans un endroit où on peut se cogner la tête sur des objets durs. Et puis, ça mène tout ça peut-être à l'hébergement moyen-long terme. Et là, n'oubliez pas qu'une journée alitée, c'est plusieurs semaines là, d'hypothécage là, au niveau de la santé. Là. J'ai pas le chiffre, je me souviens plus du chiffre, là, mais c'est beaucoup. Là. Donc, une semaine alitée, c'est presque 3 mois de travail pour regagner cette immobilité complète-là. Et puis, bien sûr, dépendant de votre condition physique, plus vous êtes en forme, plus cette courbe-là s'aplatit. Mais quand on est déjà peut-être plus frêle ou peut-être moins en forme, on veut absolument éviter d'être hospitalisé sur un moyen ou long terme. Et tout ça peut amener même au décès. Les hospitalisations à plus long terme vont amener un facteur de comorbidité important et les gens plus âgés ou les gens en moins bonne condition physique ou avec des conditions de santé particulières peuvent y laisser leur peau. Donc, tout ça débutant par une simple chute. Absolument. Avant de passer au fait saillant, on va juste faire un petit peu de statistiques pour vous montrer un peu le portrait au Canada des prévalences de chute. Je trouvais quand même intéressant, suite à ce qu'on parlait au niveau de la sédentarité et du temps debout, Madame Leduc, Diane, qui nous disait qu'elle allait regarder la conférence debout. Bravo! Oui, bravo, on vous dit d'être debout dans votre journée, puis on vous assoit pendant 1 heure devant notre conférence. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder la conférence en position debout, prendre des pauses pour vous relever, parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on désire, c'est que vous restiez actifs. Oui, absolument. Donc, les faits saillants, là, selon Santé Montréal, puis l'association de l'Agence de santé du Canada. Vive les abréviations. Je les oublie des fois. Mais juste rapidement, c'est environ 1,6 million de Canadiens qui tombent chaque année. Donc, c'est beaucoup de personnes. On dit qu'une personne sur 5 de plus de 65 ans vont déclarer avoir fait une chute dans la dernière année. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Oui, c'est sûr qu'il y a des chutes circonstancielles, là, mais ça reste que les conséquences de la chute restent pareilles dans tous les cas. Si on est seul, on a 3 fois plus de chances de se blesser par chute que si on est avec quelqu'un, donc avec un conjoint ou un coloc. Parmi les victimes de chute, c'est 8 sur 10 qui sont des femmes, donc 4 fois plus que les hommes, malheureusement. Parmi les aînés aussi, victimes de blessures par chute, c'est la moitié qui ont 75 ans et plus. La chute latérale est directement responsable de 95% des fractures, de toutes les fractures de hanche. C'est quand même intéressant. Fait que la chute latérale, c'est la fameuse chute où on perd pied puis on part sur le côté. Donc, souvent, on va atterrir sur la fesse, sur la hanche, fracture du col du fémur, la fameuse fracture de hanche. Et c'est le plus gros os du corps, le fémur. Donc, ça peut être mortel pour certaines personnes. Puis on parle de chute latérale. Bon, il y en a plusieurs des chutes. Hein. Il y a la chute frontale, il y a la chute latérale, il y a la chute arrière. Et ce qui est intéressant, au niveau de la recherche, au niveau scientifique, on dit que vers 50 ans, à peu près, la première chute frontale va survenir. Dans la cinquantaine. Il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Ouais. Ça va être une chute plus frontale. Souvent, on va perdre pied, on va tomber sur nos mains, on va avoir un réflexe de protection. Et suite à une première chute frontale, on dit que ça prend à peu près 10 ans avant que la première chute latérale arrive. Donc, une chute latérale, puis là, on connaît peut-être les risques au niveau de la hanche. Puis, suite à une chute latérale, on parle d'une dizaine d'années encore avant qu'une chute arrière survienne. Pourquoi cet ordre-là? C'est directement lié au déconditionnement physique. Parce qu'une chute arrière, c'est vraiment tout l'équilibre
de la coordination, de la spatio-temporelle un petit peu qui va être mise en place, qui va être perdue, qui va faire en sorte qu'on va avoir tendance à perdre l'équilibre vers l'arrière, du moment qu'on lève le menton, du moment qu'on lève les mains vers le ciel. Donc, il y a vraiment une chronologie au niveau des chutes selon notre niveau de condition physique, fait que si on a déjà eu une chute avant, une chute latérale, ben on veut prévenir des chutes qui pourraient peut-être être plus à risque aussi dans d'autres. Mais là, pas de panique, hein? Ce sont des prévalences. Donc, à partir de 50 ans, le risque de chute avant est plus élevé. Oui, à partir d'une autre, à chaque décennie, en fait, le risque s'accroît. Et là, il ne faut pas se dire, ben là, elle a dit à 50 ans, on tombait par en avant. C'est pas ça là, qu'on a dit. Mais moins on est en bonne condition physique, plus le risque de chuter par en avant, souvent en double tâche. On est en train de faire quelque chose, pouf, on s'enfarge un pied, on n'est pas capable de le rattraper assez rapidement et pouf, on se tombe par en avant. Donc, ceux qui ont fait déjà une première chute avant, on va y arriver dans pas longtemps, ou une chute tout court, là, ça reste, hein, ça reste et on a toujours la petite crainte de rechuter à nouveau. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vais juste terminer les statistiques en se disant que 20% des personnes âgées ou des gens qui ont subi une chute vont décéder dans l'année qui suit une chute. Bien sûr, plus on avance en âge, plus il y a de gens. Donc, ça dépend, c'est pas systématique par groupe d'âge, là, ça regroupe des gens de plus de 75 ans. Ce sont toujours des statistiques qui proviennent de Santé Canada. Donc, dans les dernières années, c'est à jour, là. C'est quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on doit prendre pour compte dans notre mode de vie à partir du moment où on se dit, bon, ben moi, je veux me maintenir en forme pour les années qui s'en viennent. Prochaine. J'essaie de regarder un petit peu les messages en même temps. Comme je vous dis, j'essaie de prendre les notes, on va essayer de répondre à tout ça. Fait que qu'en est-il des conséquences d'une chute, d'une mauvaise chute? Dans le fond, on l'a mentionné un peu, il peut y avoir fracture, hospitalisation, autres problématiques de comorbidité. Une perte d'autonomie, peur et isolement. La peur, ici, je mets l'emphase là-dessus. Souvent, après une première chute, il y a vraiment un facteur d'inquiétude, de peur qui s'installe. Et là, ça aussi, ça entraîne d'autres choses. En fait, c'est qu'on a peur de bouger ou de faire certains déplacements. Ça amène un déconditionnement qui va nous amener vers encore plus de chances de chute. Ouais. Donc, c'est le début du cycle de la chute. Ici, on a un petit tableau qui montre ce cycle-là. Une chute antérieure accroît la probabilité d'une autre chute. Donc, si on a une première chute, on a la peur de tomber, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une crainte de tomber. Donc, on se met à bouger un petit peu moins, à faire moins de déplacements, à plus sortir, à pas pratiquer certaines activités qu'on faisait. Donc, cette peur-là, inactivité, ça va découler d'une perte de force musculaire et une augmentation de la perte d'équilibre. Dans le fond, un équilibre qui est plus réduit, moins bon. Et je vais en profiter pour ajouter que par expérience, ça, c'est pas scientifique, mais je suis sûre que vous l'entendez vous aussi. Les gens vont dire « Ah ben moi, je marche toute l'année, mais pas l'hiver. » Ben, c'est plate pour vous, mais à partir de maintenant, on peut plus aller en Floride en hiver. Donc, ça veut dire que, en tout cas pour quelques années peut-être, ça veut dire que ben, faut trouver un remplacement. Si vous avez peur de sortir l'hiver à cause de la neige et de la glace, ben ça, c'est 4 mois où vous arrêtez de faire la chose qui vous maintient en forme. Alors, réfléchissez. 4 mois sans activité physique soutenue plus intense, ben, il faut recommencer dans 4 mois à se remettre en forme. Si vous réussissiez à maintenir ça, c'est certain que vous en êtes gagnant. Donc, pensez-y, arrêtez votre activité de marche, par exemple. C'est peut-être pas la meilleure solution. On va y revenir, on va essayer de se trouver des solutions, des trucs et des outils pour passer à travers ces petits bouts-là où vous dites, ben moi, je me sens pas en sécurité de sortir. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Et si je reviens au cycle de la chute, là, ce que je trouve quand même important qu'on parle aujourd'hui aussi, oui, on dit qu'une chute a tendance à créer une peur, qui va faire en sorte qu'on se déconditionne et qui va faire en sorte qu'on va retomber. Mais là, on est dans une
une situation très, très spéciale, la pandémie. Et avec cette pandémie-là, ça fait quasiment 1 an là, que ça tourne, cette histoire-là, mais veut pas, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais pour la majorité des gens qui sont soit en arrêt de travail, soit qui ne travaillent plus, mais qui ont peu accès à leurs activités, qui faisaient les sorties, les activités quotidiennes, ben il y a un déconditionnement qui s'est installé. Ça peut être minime, ça peut être un peu, très léger, mais tout ça a un impact sur ma masse musculaire, sur ma stabilité, assurément. Donc, le fait de marcher moins, de bouger moins, de faire moins de sorties. Donc, si on avait 2, 3, 4 sorties par semaine, ne serait-ce que pour des commissions, aller voir un tel, se lever, à tous ces fois que vous vous levez puis vous mettez en marche, vous allez faire un déplacement, même si c'est juste pour aller à l'auto. Mais ces petits déplacements-là qui s'accumulent tout au long de la journée, tout au long de la semaine, ça maintient votre capital musculaire. Ça revient à notre fameux 24 heures. C'est pas juste 1 heure, c'est toute la journée qui compte, tous les mouvements qui comptent. Et les médecins sont inquiets, Annick. On le voit, les sorties des médecins, l'Association des médecins du sport, ils disent, là, laissez les gens aller bouger parce que ça s'en vient, les répercussions, pas nécessairement de la problématique pour laquelle on est isolé, mais qui va provenir de ce déconditionnement-là chez les personnes vieillissantes. Puis chez tout le monde, en fait, parce qu'on vieillit tous. On l'a dit, c'est un processus, donc il va y avoir des impacts sur la santé, mais en particulier chez les aînés, sur les chutes, donc chez les personnes de plus de 50 ans. Donc, dans notre roue, là, on pourrait rentrer avant notre première chute un déconditionnement dû à la pandémie. Donc, je l'espère pas, mais c'est pour ça qu'on va vous donner des trucs aujourd'hui. Autre réponse, c'est commode, là, bon, c'est sûr, bon, on va en parler aussi un peu, mais je pense que c'est Diane Leduc qui me parlait de fasciite plantaire. Quand on a une blessure au pied, là, c'est vrai que c'est difficile d'être debout, c'est sûr et certain. De là, l'importance d'aller faire les suivis et d'essayer de régler la problématique, que ce soit une fasciite, que ce soit un problème à l'articulation de la cheville, des orteils. Oui, on y arrive dans une autre. Mais vraiment, oui, c'est sûr qu'on ne peut pas être autant debout, donc on ne peut pas empirer une blessure, ça c'est certain. Donc, ça prend des suivis, mais il y a d'autres trucs quand même qu'on peut faire pour bouger. Donc, oui, c'est possible de bouger quand même en position assise. On vous parlera de nos programmes Move tout à l'heure. Donc, il y a des possibilités de bouger et d'activer son cœur puis de quand même s'aider un petit peu, même si on a une limitation. Tout à fait. Ça nous amène à ça. Les facteurs de risque associés aux chutes, on en a nommé, mais gardez en tête que le premier facteur, c'est l'âge. Et la courbe, elle est là. Donc, plus on est âgé, plus les risques de chute sont élevés. Il peut aussi y avoir toutes les problématiques associées à l'oreille interne. Donc, vous savez, l'équilibre, c'est pas juste une question de muscle, c'est aussi une question de cerveau. C'est une question d'oreille interne, c'est une question de signaux qui vont aller vers les membres inférieurs, qui vont aller vers les organes sensoriels, les yeux, les oreilles, et tout ce qui est au niveau de la coordination et je cherche mon mot, d'être capable de se situer dans l'espace. C'est pour ça qu'on est deux. La proprioception. Donc, les problèmes d'équilibre comme tels ou les maladies de l'oreille peuvent être un facteur aussi des problématiques d'équilibre. Les troubles musculo-squelettiques, et c'est là où je fais du pouce sur ce que Madame Diane, je crois, a dit, j'ai une douleur et ça me fait vraiment mal. Les douleurs chroniques semblent être vraiment problématiques pour les gens qui font qui seraient plus à risque de chute. Ce qui semble être, au niveau de la littérature, je dis semble parce que suite à une discussion avec la doctorante Evelyne Carbonneau qui travaille sur des projets associés aux douleurs chroniques, ce que Dr Carbonneau me dit, c'est qu'on aurait moins de signaux nerveux qui iraient irradier les zones blessées. Donc, il y a même des modifications au niveau de notre cerveau qui fait en sorte que le signal de contraction et je dois me rattraper, si on a des douleurs chroniques, que ce soit au dos, que ce soit aux membres inférieurs, à ce moment-là, ce signal-là se retrouve inhibé, donc il se retrouve à être diminué et on a moins de réflexes, pas de réflexe, mais on a moins un réflexe, on y pense pas, mais on a moins de capacité
à aller déployer de la puissance musculaire pour rattraper un élan de chute. Donc, si jamais c'est votre cas, que vous avez des douleurs chroniques, ce qu'on disait, c'est que l'important, c'est de tenter vraiment de traiter la douleur et ensuite de faire une réadaptation ou un reconditionnement. Et là, les professionnels sont là pour vous aider à régler vos douleurs chroniques. Mais je comprends que c'est pas évident. La douleur chronique, c'est tout un monde en soi. Mais on vous invite là, à consulter pour être capable d'aller au-delà de cette problématique qui vous cause des douleurs. Puis je renchéris là-dessus, comme Marina l'a dit, c'est d'aller consulter quand on a des douleurs chroniques, mais en fait, d'aller consulter quand on a une douleur aiguë, quand ça vient d'arriver, d'aller consulter pour régler le problème rapidement. Parce que le fait de ne pas aller consulter, de dire ça va passer, bien là, justement, ça peut s'installer en douleur chronique et rester présent plus longtemps. Donc, vraiment, d'agir rapidement, d'aller régler la problématique. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de bouger, là, mais juste bouger dans le respect de votre douleur parce qu'on ne veut pas accroître la douleur. Donc, tout ce qui est aussi problème de vision et d'audition, on parlait de problème de l'oreille interne, mais on parle aussi là, vraiment des problèmes associés à une perte d'audition, à la sédentarité et au déconditionnement. Ça, c'est sûr que c'est un facteur de risque important. Des effets secondaires de certains médicaments. Et ceux qui ont suivi le programme PIED, entre autres, on vous sensibilise au fait que si vous prenez plus de 4 médicaments, ce qui est associé à ce qu'on appelle la polypharmacie, donc plusieurs médicaments, on a plus de risques de chuter. En fait, c'est 75% plus de chances de chuter liées à la polypharmacie, donc liées à l'utilisation de plus de 4-5 médicaments. Et savez-vous, c'est quoi les moyennes de médicaments pour les personnes de 65 ans et plus au Canada? On parle de, c'est 50% des personnes de 65 ans et plus qui prennent plus de 5 à 9 médicaments par année. Donc, je ne sais pas si c'était clair, j'ai bafouillé. Donc, 50% de personnes, c'est ça, vraiment de personnes, 50% de la population de 65 ans et plus qui ont 5 à 9 médicaments. Donc, c'est énorme. Donc, on parle là, en ce moment, de polypharmacie. Et de ces personnes, on dit que c'est la moitié qui aurait au moins un médicament qui aurait des effets secondaires non recommandés, non idéal, ou un médicament qui ne serait pas prescrit pour les bonnes raisons. Donc, de là l'importance d'aller consulter aussi, puis d'aller vérifier si tous les médicaments qui sont prescrits sont encore nécessaires, parce que peut-être qu'un médicament pris pour une raison, à un certain moment donné de notre vie, était nécessaire à une période, mais ne l'est plus. Et là, ce qui est important de retenir à ça, c'est pas que les médicaments sont mauvais, au contraire, c'est nécessaire, c'est vraiment d'aller consulter votre médecin, votre pharmacien. Si vous êtes de ces personnes qui consomment plus de 5 médicaments par année, de façon régulière, bien, je vous suggère fortement, on appelle ça la déprescription et c'est de plus en plus, il y a beaucoup de recherches en ce moment à propos de ça. C'est vraiment d'aller voir les spécialistes et de vérifier si tout est nécessaire actuellement dans votre pharmacie pour essayer d'améliorer votre qualité de vie parce qu'il peut y avoir des effets secondaires majeurs pour l'équilibre. D'ailleurs, on pourrait vous montrer, je ne sais pas si on montre le tableau. Oui, on pourrait vous le montrer. Je vais juste compléter pendant qu'Annick met son tableau. Un autre facteur important puis qui cause plusieurs chutes, des chutes à domicile, c'est les envies mictionnelles. En bon français, les urgences d'aller aux toilettes. Donc, on parle de l'incontinence, que ce soit fécale ou urinaire. Et c'est une problématique très taboue, donc c'est bien rare que les gens vont brandir le drapeau. Moi, j'ai à peu près 8 secondes de retiens-y bien. Si j'ai envie, il faut que je me dépêche d'aller aux toilettes. Quand l'urgence mictionnelle se passe la nuit, il peut arriver que les gens ne mettent pas leurs lunettes, il peut arriver qu'il fasse noir dans le corridor. Les chutes surviennent. Dans les salles de bain, il y a plein d'objets où on peut se frapper, se cogner. Donc, oui, les urgences mictionnelles font partie des risques importants et ça nous ramène à quelque chose dont nous, on est quand même très sensibilisés, mais que peut-être que vous n'avez jamais été mis à l'avant, la rééducation pelvipérinéale. Donc, si vous avez des problématiques d'incontinence non traitées, les professionnels en physiothérapie périnéale sont là pour ça. Et on peut régler
beaucoup de cas ou diminuer de beaucoup les problématiques associées aux urgences missionnelles s'ils ne sont pas pathologiques. Et si c'est pathologique, à ce moment-là, au moins, le physiothérapeute peut aller vous référer vers peut-être une intervention médicale pour vous aider. Parce que, bien sûr, si à 60 ans, vous avez des urgences missionnelles, pas besoin de vous dire que ça va juste aller en augmentant avec l'âge. Et si on a en plus un facteur de déconditionnement, de sarcopénie, de perte de masse musculaire, les deux ne font pas bon ménage. Et à ce moment-là, on augmente de beaucoup notre risque de chute à domicile ou parce que c'est là où ça se passe la plupart du temps. Oui, puis il restait, t'as-tu parlé des surfaces d'obstacles? Ah oui, un autre facteur environnemental bien important aussi, c'est bien sûr votre environnement, votre éclairage à la maison. Peut-être d'installer des lumières avec des œils magiques pour le soir. Peut-être vous assurer que vos fils sont bien collés sur les rebords des murs qui ont bien été fixés, que vos tapis ne relèvent pas sur tous les côtés. Que vous avez des escaliers qui sont clairement identifiés. Des fois, on a des petits demi-planchers avec juste 2-3 marches. Il suffit qu'on ne voit pas la dernière et on fait un beau vol plané. Donc, puis je viens aussi, les animaux qui circulent dans la maison. Il peut arriver qu'un animal passe entre les pattes et ça, c'est moi personnellement, ça m'est arrivé. Donc, et pourtant, je n'ai pas 60 ans et plus. Donc, c'est important d'être conscient des risques de chute dans notre domicile. Comment notre maison est organisée, ça fait partie aussi de votre travail aujourd'hui. Où est-ce que je suis à risque de chute chez moi? Avant de vous partager le tableau là, sur les médicaments, puis comme on parlait de polypharmacie, tout à l'heure, on va juste donner un petit aperçu avec un tableau. Je vais faire un share screen, un partage d'écran, excusez l'anglais. Mais on avait une question aussi de quelqu'un, là, est-ce que la conférence est disponible après? Oui, vous allez recevoir un lien. 2 heures après la conférence, vous allez recevoir un lien. Vous allez pouvoir revoir cette conférence-là. Tranquille ce soir. C'est ça. Si vous avez manqué des bouts, quoi que ce soit, inquiétez-vous pas. Ouais. Je fais un partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner. Oups. Je suis pas certaine. Non, attendez. Non. Attendez, je veux juste pas fermer tout ça, là, parce que ça va être pas drôle, là. Je veux juste ouvrir ça ici. Je suis pas certaine que je vais être capable de vous le partager. Je vais essayer, OK? Sinon, on va passer à autre chose. Au pire, on vous l'enverra par document. Bon, partager. Application. C'est ça ici. Je pense que ça aurait fonctionné. Je te ferme, il est affiché dans l'écran. OK, yeah! Voilà. Excusez. C'est la première fois que j'essaye cette technique avec ce programme. C'est vraiment ça, on voulait vous le montrer au départ, on ne l'avait pas. Mais c'est parce que, bon, en tant que kinésiologue, notre rôle n'est pas de gérer les médicaments, bien au contraire, hein, c'est vraiment votre pharmacien, votre médecin. Par contre, nous, quand on est en intervention, on vous fait remplir des questionnaires. Hein, et dans ces questionnaires-là, c'est quels sont vos médicaments? Et il y en a souvent beaucoup. Puis souvent, les gens se questionnent, oui, mais pourquoi elle veut savoir ça? Là, j'ai le OK médical pour bouger. C'est parce que ça a des implications dans beaucoup de processus, dont, entre autres, votre équilibre. Et ce tableau-là, provenant de Santé Canada, encore une fois, il parle pour lui-même. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment certains médicaments qui vont causer soit des étourdissements, soit de la fatigue. Donc, puis ça, c'est sans parler des interactions. Donc, c'est juste de voir, je pense que c'est plus de retenir le nombre de médicaments que vous avez. Si vous en avez beaucoup, de faire un suivi. Sinon, parce que c'est vraiment la dernière colonne que je vous invite à regarder, polypharmacie. Donc, quand on parlait de plus de 5 médicaments par année, c'est 75% de plus de faire de risque, 75% de plus de risque de chute. Non, excusez, 5 médicaments par jour, excusez-moi. C'est une prescription, donc, ça fait, c'est vraiment cette colonne-là là, que je trouve majeure là, à considérer, donc à prendre en considération. Je vais essayer de revenir maintenant à notre présentation sans faire de gaffe. Oui!
OK, c'était pas trop compliqué. Ah, on l'a eu. On survit, nous aussi, aux technologies. Oui, absolument. On va remettre la présentation et continuer. Donc, il restait quelques facteurs de risque qu'on voulait vous présenter. Ici, on est rendu à l'autre. Voilà. Celle-là, cette petite figure-là était aussi vraiment intéressante, le pendant du site Lifeline, qui s'adresse principalement aux problématiques de santé et des chutes. C'est que lorsqu'on parle, on a parlé de toutes sortes de facteurs associés en plus à une personne qui aurait un trouble cognitif. Et par trouble cognitif, on veut dire tout ce qui est maladie neurodégénérative au niveau du cerveau, Alzheimer, démence frontale. Donc, on augmente de près de 54% les risques de chute. Les maladies pulmonaires obstructives chroniques augmentent de 42%. La difficulté à s'oxygéner, souvent une posture en antérieur vers l'avant. Donc, les gens ont la tête un petit peu plus en avant parce que c'est difficile de se redresser. Souvent, la cage thoracique est très rigide. Donc, on augmente le risque de chute. Les gens ayant du diabète de 30% de plus et des cardiopathies également, donc 29%. Alors, tout ce qui est problématique du cœur augmente les risques de chute, nonobstant tout ce qu'on a nommé à l'autre petite figure. Et là, je peux pas m'en empêcher. Je vais refaire du push sur notre modèle à nous, notre profession oblige. Et on dit que ça peut avoir un impact diabète, cardiopathie, ça peut augmenter les risques de chute, mais en faisant de l'activité physique, on diminue les risques d'avoir ces maladies-là, ces problèmes de santé-là. Donc, encore une fois, ça vaut la peine de bouger, ça vaut la peine d'introduire l'activité physique dans son mode de vie. On poursuit. Donc, des moyens concrets pour éviter le pire, donc pour éviter la chute. On en a nommé plusieurs, mais on va juste refaire un survol de certains. Il y en a des très simples, comme le simple fait de prendre son temps. OK? Pas de marcher doucement, surtout l'hiver. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, avec la pandémie, je pense qu'on a appris à se calmer un peu, à prendre plus notre temps. Ça a du bien quand même, mais pas se presser en marchant, puis pas se presser en se levant. Hein? Il y en a plusieurs qui ont déjà peut-être ressenti cet effet-là. Sûrement la majorité. On se lève vite, puis tout d'un coup, tout vient flou. Donc, il y a c'est une baisse de pression orthostatique. Donc, ça peut créer cet effet-là. Donc, si on se lève plus doucement. Dès qu'on place la tête vers le sol et qu'on se redresse, on peut ressentir cet effet-là aussi. Donc, prendre son temps, ça peut provoquer une chute. Faire vérifier votre vue, votre ouïe, donc des suivis, des suivis aussi pour les blessures, même chose. Donc, si j'ai un bobo, j'ai une douleur, allez voir son physiothérapeute, son ostéopathe, bref, un thérapeute spécialisé. Regardez, faites la revue de vos médicaments. Donc, allez parler à votre médecin, à votre pharmacien, voir si tout est encore adapté à votre condition actuelle. D'autant plus si vous avez des étourdissements ou si vous ressentez certains symptômes qu'on a nommés, à ce moment-là, c'est encore plus important de faire le suivi. Porter des chaussures solides et bien ajustées. Puis ça, selon l'activité qu'on pratique. Ça, c'est important aussi. Parce qu'une bonne sandale, que vous êtes confortable pour marcher, ça ne veut pas dire que c'est une bonne sandale pour faire de l'activité physique. Au contraire, OK, une chaussure fermée pour faire de l'activité physique, c'est primordial. Donc, une bonne chaussure confortable. Il y en a qui peuvent peut-être dire, oui, mais moi, je suis bien dans ma sandale. J'aime ça faire mon exercice avec ma sandale. Pour le voir relativement souvent, les gens qui peuvent avoir des lésions au niveau des orteils, puis dont la santé des pieds, peut-être, vous ne sentez pas bien, les orteils sont engorgés, tout ça, ils vont avoir tendance à ne pas vouloir mettre de chaussures fermées. Écoutez, la languette de la sandale qui attrape dans un coin de poteau, dans un bord de chaise, dans un rebord d'escalier, c'est vu. Donc, on vous suggère vraiment de faire de l'exercice avec une chaussure fermée, avec les cordons bien attachés. Et si vous avez des lésions au niveau des pieds, les infirmières en soins de pied, c'est leur travail. Si vous ne savez pas où les trouver, vous pouvez téléphoner au CLSC de votre région, au CIUS, au centre de votre région, parce que la santé des pieds, surtout si vous avez des maladies cardiovasculaires, c'est
très, très important pour éviter les lésions, les blessures pouvant nécroser des tissus, entre autres. Et également, rappelez-vous que le diabète non traité ou le diabète de type 2 va avoir des atteintes neuropathiques au niveau des extrémités. Ça veut dire qu'on sent moins. Ben là, je vous laisse faire l'équation. Si je sens moins mes orteils, que le signal ne se rend pas de mes orteils à mon cerveau, ben c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc, le signal du cerveau aux orteils, capté, qu'est-ce qui se passe au sol et les principaux signaux que notre cerveau a besoin pour ajuster les différents muscles de l'équilibre, eh bien, se retrouvent à être altérés. Donc, c'est vraiment important, la santé de vos pieds, de vos orteils, de bouger vos pieds, de bouger vos orteils. Puis aujourd'hui, tantôt, on va vous donner 2-3 petits trucs, 2-3 exercices pas difficiles qui peuvent aider à alimenter ces beaux tissus-là. C'est plein de muscles un pied, hein? C'est pas juste un truc avec 5 bouts de doigts, là. C'est merveilleux, le pied. Donc, je vous invite à vous questionner sur la santé de vos pieds. On va justement pour arriver à ces trucs-là, les exercices, on va accélérer un peu. On parle beaucoup de Noël, on s'en rend qu'il y aurait moyen de parler de prévention des chutes pendant longtemps. C'est pas pour rien qu'on l'a divisé en 3 grandes sections. Donc, on va continuer, mais on va accélérer un petit peu. Donc, les dispositifs aussi qui existent pour se procurer des aides à la mobilité, à la marche. Vous savez qu'il existe des subventions, donc on peut aller sur le site du gouvernement pour aller voir ce qui est possible. De sécuriser son environnement dans chaque pièce. Ça, il y a plein de trucs aussi, là, hein? Les fameux tapis, des objets qui traînent. Donc, vraiment, essayer d'éviter qu'il y ait trop d'objets qui peuvent être encombrants et dérangeants. Faire de l'exercice, bien, si on y arrive, mettez l'équilibre à l'épreuve, si on va vous donner des trucs. Et développer la force et la puissance musculaire. Ouais. Et ça, on va mettre l'emphase là-dessus. On y arrive aussi. Ouais. Fait que je reparle de la conférence. Souvent, les gens vont garder en tête, OK, ils savent, pour travailler l'équilibre, il faut faire des exercices d'équilibre. On fait de l'équilibre un pied, on fait de l'équilibre 2 pieds. Donc, mais c'est pas tout. Pour réussir à prévenir les chutes et travailler de manière à éviter une chute, être capable de se rattraper lors d'une situation de chute, on doit travailler d'abord la puissance de nos muscles. Mais pour être capable d'arriver à la puissance, il faut savoir ce que c'est. Puis il faut être capable de se préparer en allant stimuler la force de nos muscles. Donc, si on parle de travail du corps pour aider à garder l'équilibre, notre première recommandation, c'est faites ce que l'être humain a fait à partir de l'Homo erectus et marchez. Debout et marche. Debout et marche. Lève-toi et marche. Oui. Denis Fortier, le physiothérapeute très connu, a écrit un beau livre là-dessus, justement. Pratiquer la marche. Et la marche partout. La marche dans le sable, la marche en sentier, la marche sur un terrain enneigé, si la santé vous le permet. De pratiquer la marche dans différentes conditions, ben c'est pas mal ce qui est le plus intéressant pour travailler l'équilibre au quotidien. Vraiment. Puis je renchéris sur ça parce que ce que Manuel vient de dire, c'est essentiel. J'ai eu des groupes de marche, j'ai suivi des gens aussi en groupe de marche, mais aussi au jogging, des groupes d'aînés qui pratiquaient le jogging. Et à un moment donné, on a décidé de faire une initiation sur un terrain plus accidenté, hein, en travaillant en trail run, en sentier, avec il y a des petites racines, des bosses, des pires. Il y en avait, certains des participants avaient une crainte face à ça. Et oui, il faut pas se mettre à risque non plus. Je vous entends déjà dire, ben là, pourquoi prendre des risques si on ne veut pas se blesser? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, d'apprendre, en fait, tout est une question d'adaptation. Et le dosage pour créer cette adaptation au niveau de son corps. Si on ne va jamais dans un sentier qui a des petites bosses, qui a des racines, qui a des roches, ben notre corps, justement, il n'y a plus cette capacité à s'adapter au sol, cette capacité à lever le pied à la bonne hauteur, cette capacité à absorber comme il faut. Donc, le fait de recommencer à aller en sentier ou de continuer, de ne pas arrêter d'y aller,
et ça va permettre à son corps de mieux réagir les prochaines fois qu'on va y aller. Donc, le corps va être plus adapté à déposer le pied un petit peu plus haut, un peu plus bas. De côté, on va sentir le pied qui bouge de chaque côté. Donc, ça va travailler les stabilisateurs, les chevilles. Puis, de fois en fois, on va devenir plus habile à y aller parce que c'est sûr que si on arrête complètement, bien, on va perdre cette habileté-là. Puis, la peur, la crainte va s'installer aussi. C'est un peu la même chose avec l'hiver. Donc, si on arrête complètement de sortir l'hiver, la crainte s'installe encore plus, la peur d'y aller encore plus. Et l'adaptation est plus là parce qu'à force de marcher sur de la glace ou sur de la neige, bon, c'est sûr qu'on vous conseille certains accessoires, mais le pied s'ajuste. Hein. On regarde les enfants, ils apprennent à marcher sur la glace, sur la neige, ils déplacent leurs pieds différemment. Ils ne vont pas mettre le pied directement sur le talon, sur une plaque de glace. Ils vont placer leurs pieds différemment. Leur poids va être réparti différemment. Donc, c'est une question d'adaptation et c'est important d'adapter son pied au sol. Donc, levez-vous, marchez, mais sur des sols différents. C'est ça le résumé. Voilà. Puis, on l'a dit tantôt, apprivoiser le sol. Apprivoiser le sol, ça ne veut pas dire jetez-vous à terre après la conférence. Ça veut dire qu'il y a des étapes pour nous permettre d'être confortable à aller s'asseoir au sol. Je suis certaine, s'il y a des grands-mères ou grands-pères dans la salle, vous avez hâte de revoir vos petits-enfants. Et peut-être que vous allez aimer ça, vous installer par terre pour jouer avec eux quand ça sera possible de le faire. Alors, c'est important d'y aller en étapes. Donc, je vous invite vraiment à visiter le plancher avec une chaise, à vous appuyer, à aller vous mettre à genoux pour commencer, à aller en position du quadrupède, à vous relever, les mains sur la chaise, puis un pied à l'avant. Et comme ça, on commence par cette étape-là, de descendre au sol. Je vais le faire tout à l'heure avec vous parce que c'est très, très pertinent. Et à partir du moment où on est à quatre pattes au sol, l'étape de s'asseoir une fesse est pas très, très loin. Donc, d'être capable de vous asseoir, c'est la prémisse à être capable de vous coucher, de vous rasseoir, puis de vous relever. Parce que c'est sûr, autant que les impôts, que quand on chute, c'est à terre qu'on s'en va. Donc, il faut s'y préparer. On veut aussi travailler avec les yeux et les oreilles. Donc, ça veut dire aller travailler la tête dans différentes directions. Moi, j'aime beaucoup suivre la mouche. Donc, si je demande à Annick de suivre la mouche, elle va suivre mon doigt en faisant des zigzags avec sa tête. Il y en a que si je vous demande de faire ça, déjà, là, vous allez être étourdi parce que l'oreille n'est pas habituée de bouger en suivant un point fixe. Ça nous permet de travailler notre système limbique. Donc, dans la vie de tous les jours, on va avoir des situations qui vont nous demander « Oups, je tourne la tête ». Des fois, l'image arrive une couple de secondes plus tard. Donc, c'est une situation dans laquelle on pourrait perdre de l'équilibre. On parle de renforcement musculaire, ça me dit? Ben oui, je remets le visuel un peu. Je sais que dans d'autres présentations, des fois, les gens trouvaient ça long de ne pas nous voir la face. Fait que là, on a des notes aussi. Oui, c'est ça. Je peux continuer dans l'entraînement musculaire, surtout des membres inférieurs, mais le haut du corps aussi, c'est important. Justement, on a besoin d'une certaine force pour se relever, pour se pousser du sol. Puis le tronc est important au niveau de l'équilibre, au niveau de la stabilité. Ça, on va y venir pour vous donner des trucs, des exercices plus concrets aussi. Faire des exercices spécifiques à l'équilibre. Donc oui, là, on va en parler parce que c'est, comme on vous avait dit, c'est pas juste de faire des exercices en stabilité qui sont importants. Il y avait tout ce qu'on a vu avant. Mais l'équilibre statique reste important à travailler. Donc, l'équilibre statique, on parlerait, par exemple, de faire un équilibre sur une jambe ou de maintenir un équilibre, les deux pieds très rapprochés. Donc, ce qui diminue la base de support, ce qui fait en sorte qu'on ressent une instabilité. Donc, ça pourrait être un exercice d'équilibre statique. L'équilibre dynamique, celui-là, c'est qu'il y a des mouvements à vous sur une surface instable, par exemple. Donc, avec un déplacement. On va vous en donner un tout à l'heure dans une petite grille d'exercices qu'on veut vous remettre qui va vous donner une idée de c'est quoi l'équilibre dynamique. Puis, le mot d'ordre, c'est travailler la puissance. Qu'est-ce que la puissance? C'est le facteur force avec un facteur vitesse. Donc, si je travaille mes squats, par exemple, il y en a plusieurs, je le sais, je vous ai vu vous inscrire, là. Vous travaillez déjà, vous faites la musculation, vous travaillez vos squats. Là, on fait 1, 2, on descend, 1, 2, on remonte. Donc, on travaille en force, on travaille de façon régulière, une contraction contrôlée.
Si je vous dis, OK, on travaille un squat, mais on va travailler le squat en puissance. Ah ben là, on va aller mettre un petit cactus sur notre chaise, on va descendre lentement, puis au moment où on va toucher le cactus, pow, on repart, on sent nos fesses comme si on venait de s'asseoir sur quelque chose de chaud ou piquant, et on remonte rapidement. Donc, plus on va prendre de l'aisance avec ce fameux squat en remontée rapide, qui est une remontée forte et vitesse, donc c'est de la puissance musculaire qu'on vous demande pour ce mouvement-là, bien, tranquillement, on va être capable d'intégrer les fentes. Et les fentes semblent, en recherche encore une fois, parce que c'est vraiment à l'étude actuellement, les fentes, donc le fameux lunge, je vous le montre, oui, Annick va nous montrer un lunge, la fente avant, et le premier exercice à travailler, si on veut, oui, on voit bien, si on veut travailler la chute, on veut éviter la chute avant. Mais là, Annick, elle fait lentement. Si je dis Annick, parfait, travaille un lunge en puissance, à ce moment-là, il faut qu'elle soit capable soit de revenir vite ou soit d'aller porter son pied très, très rapidement à l'avant pendant qu'elle est en train d'avancer son haut du corps. Donc, ce ne sont pas des exercices qu'on fait comme ça du jour au lendemain. En laboratoire, c'est fait avec des harnais, c'est fait avec du coussinage un peu partout pour faire en sorte que les gens qui pratiquent, qui sont à l'étude à travers ces exercices-là, soient en super sécurité. Le lunge latéral, le lunge arrière et le lunge avant sont des exercices où on voudrait y arriver pour être le plus efficace possible. En attendant, par exemple, le squat, cactus, appelons-le comme ça, est vraiment un squat pertinent à travailler et ça, pas mal tout le monde est capable de le faire. Absolument. À moins que vous ayez des lésions importantes aux pieds ou aux genoux qui font en sorte que vous avez de la misère à vous lever de la chaise. Mais là encore, il existe plusieurs exercices pour travailler la force de vos cuisses. Donc, il y a une progression quand même à suivre. Oui, c'est ce qu'on dit. Là, on vous a montré la fente avec puissance, mais il faut quand même pas commencer par ça. Mais non. Il y a une progression. Du moment qu'on travaille la puissance, il faut quand même déjà avoir un contrôle du mouvement, de bien le contrôler, de décomposer au début pour être sûr qu'il est bien exécuté avant d'inclure le facteur vitesse. Bien sûr. Donc ça, je tiens à le mentionner. Oui, très important de garder. Puis, les programmes, les différents programmes d'activité physique que vous pouvez faire, là, il y en a beaucoup en ligne, là. Donc, c'est très, très important de cibler le bon programme pour vous. Donc, dans le petit programme qu'on va vous démontrer aujourd'hui, vous l'avez, vous allez le recevoir dans les documents. Oui, je l'envoie là, tout de suite, attendez. En pièces jointes. Le programme, Puis, on va vous le partager dans l'écran. 5 exercices. Ce qu'on a voulu, c'est commencer à vous sensibiliser aux différents facteurs dont on a discuté. Donc, la mobilité de vos chevilles, je vous en ai parlé, la santé de vos pieds, la mobilité des chevilles, des orteils, c'est très, très important pour votre équilibre. Ensuite, de travailler des équilibres ou des exercices spécifiques à l'équilibre, c'est-à-dire soit sur un pied ou soit sur 2 pieds en réduisant la base de support. Puis, ensuite, ben, les étirements, ou je vais vous dire, là, les étirements au niveau des mollets, ça rentre en compte là, avec tout ce qui est santé du pied. Donc, aujourd'hui, on commence par s'initier à ça. Ce court programme de 5 exercices, vous pouvez le faire à tous les jours si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication du tout, du tout. Vous pouvez le rajouter avec ce que vous faites déjà, parce que plus d'exercices, c'est toujours mieux. Et il s'adresse à une population en bonne forme, mais de façon générale, si vous êtes capable d'être debout pendant quelques minutes, vous êtes capable de faire ce programme-là, même si vous êtes moins bien conditionné, même si vous dites « Ah, moi, il faut que je me remette en forme », ben c'est tout à fait indiqué pour vous. Si vous avez un doute, ben n'hésitez pas à demander à votre médecin s'il vous conseille de faire ces exercices-là. Mais on a pensé à vous, autant à ceux qui étaient plus en forme qu'à ceux qui avaient... je vais faire un partage d'écran. Vous l'avez reçu, là, je viens de le transférer. Normalement, vous devriez le recevoir. En fait, vous devriez le voir apparaître à côté de votre écran, je crois. Là, je ne suis pas certaine de comment vous le recevez, le document.
C'est un PDF que je vous ai envoyé. Vous pouvez, à partir là, lorsque vous voyez qu'il est rentré dans votre boîte, vous pouvez le télécharger, le garder pour consultation ultérieure. Donc, je vais encore faire un transfert d'écran. Ça ne sera pas long. Je vais vous le montrer, là, juste pour qu'on soit sûr que vous l'ayez. Moi, je vais me lever puis je vais aller faire les exercices. On n'aura peut-être pas le temps de le faire au complet. On va en faire un ou deux. Mais on va quand même vous les démontrer rapidement pour que vous soyez à l'aise. Oui, c'est ça. Soyez à l'aise à les faire. Je vais juste. Ouf, je ne suis pas encore familière avec le partage d'écran sur ce programme-là. Mais je vais y arriver. Ah non, c'est pas ça que je veux. Attends un peu. Gardez espoir. Oui, excusez-moi. Oui, je vous invite à vous lever pendant ce temps-là. Tiens, mais je pense que. Non, pourquoi il fait ça? Attends un peu. C'est parce que ton nom est dans la main. Pourtant. Pourquoi donc? C'est pas. Ça a marché tout à l'heure. On va y arriver. Ah! Il est vraiment tannant. Ah, c'est ça. Oui, on Excusez. Excusez-nous. Ça arrive. OK. Yeah. Vous devriez voir ça à l'écran. Là. Je ne sais pas si vous nous avez réécrit, si vous avez bien reçu le document. En tout cas, si jamais il y en a qui l'ont reçu, dites-moi si vous l'avez bien reçu. Donc, ça devrait être ce document-là que vous voyez à l'écran actuellement. Là, il n'est même pas au plein écran, mais en tout cas, je vais l'arranger. Donc, premier exercice, très, très simple. Marie-Noël va le démontrer. Ah non, vous ne pourrez pas le voir en partage d'écran. Donc, premier, ça sert à rien. Non, finalement. Donc, le programme que vous avez maintenant dans vos documents, je vais le fermer, je vais m'enlever. Ah, oui, Ouais, Amélie. Ouais, Amélie, je pense que je vais te remettre en grand, puis on va le montrer. Vous l'avez normalement dans votre document. Là, il y a plusieurs personnes qui me disent oui, on a reçu. Donc, je vais revenir en écran. Tenez. De toute façon, il n'est pas familier. Il n'est pas très facile d'utilisation. Premier exercice, mobilité de la cheville. Donc, tous les exercices, vous vous assurez de toujours avoir une chaise ou un appui à côté, à proximité, et un appui solide, pas quelque chose qui peut basculer. Premier exercice, on fait des rotations de cheville. On travaille la mobilité de la cheville. Marie-Noël le démontre ici, dans un sens et dans l'autre. Et là, attention, quand on travaille la mobilité de la cheville, ça a l'air nono, mais des fois, on a perdu un petit peu notre mobilité de cheville et au lieu de tourner les orteils le long d'un horloge, des heures d'horloge, on bouge toute l'articulation qui part du genou. Et non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que nous voulons. C'est vraiment le mouvement qui part de la cheville. Donc, le genou est stable. Et c'est vraiment les orteils qui dessinent comme les aiguilles de montre, hein, les chiffres de l'horloge, dans un sens et dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Vous pourriez le faire assis. Pour ceux qui ont des blessures, ça va quand même aider parce qu'une bonne mobilité de cheville, c'est essentiel à la stabilité. D'un côté et de l'autre. Simple. On commence par des choses simples. Rouler une balle sous le pied, je ne sais pas si on a. Ça peut être une balle de tennis. Ça peut être une balle, celle-ci, c'est une genre de balle massage avec des petits pics. Donc, c'est important de ne pas mettre une pression trop grande sur, c'est léger à modéré. Donc, quoi on veut sentir? On fait des va-et-vient, on fait des cercles, des orteils vers le talon. Donc, on stimule les propriocepteurs du pied. On stimule la circulation du pied, encore là. Puis ça va étirer aussi un peu les muscles du pied, donc ça fait beaucoup de bien. Ça, si vous avez des petits problèmes au niveau des pieds, ça peut être très intéressant. Puis en même temps, ça nous prépare à l'activation. On fait ça des deux pieds, un certain nombre de répétitions. Ça peut être fait plein de fois dans la journée. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas de Moi, je le fais quand je suis à l'ordinateur. Quand je suis à l'ordinateur, je roule mes pieds sur ma balle arachide. J'ai une balle applicable qui sert à faire des massages de pieds. Donc, je bouge un petit peu minimalement, puis je me lève régulièrement pour éviter justement d'être trop assis ou sédentaire pendant plusieurs minutes. Donc, je me lève maximum aux 20 minutes là, pour bouger un peu. Là. Le prochain, on va travailler le tandem, donc un équilibre statique. Le tandem, c'est un grand... un exercice assez standard, je vous dirais. Donc, on met un pied devant l'autre, mais vraiment sur une même ligne.
Là, ça dépend de votre niveau, OK? Donc, vous pourriez commencer tout simplement les 2 pieds, un à côté de l'autre, approchés. Déjà là, ça peut être un bon défi. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est un défi, mais un défi qui ne nous fait pas basculer. Donc, on veut sentir que ça bouge, que ça demande un effort, mais on ne sent pas qu'on est toujours en train de perdre pied. Si vous sentez que vous perdez toujours pied dans la posture du tandem, commencez par les 2 pieds collés. Puis pratiquez-vous 10 secondes. On parle du statique, donc on maintient une durée, un 10 à 30 secondes. Vous pouvez augmenter même jusqu'à 1 minute. Puis ensuite, si ça va bien, on passe au tandem. Et là, une fois que le tandem est bien maîtrisé aussi, bien là, on peut passer à quelque chose de plus avancé. Moi, Annick, ça, c'est un de mes exercices que je travaille beaucoup. Puis souvent, je vais intégrer des défis. Mais il faut vraiment maîtriser le tandem avant d'aller plus loin dans les petits exercices qu'on peut faire connexes à cet exercice-là. Mais même en ce moment, même si je le pratique plusieurs fois par semaine encore mon tandem, mes pieds se promènent en faisant un petit peu un mouvement de va-et-vient. Des fois, j'en ai qui me disent « Ouais, mais là, je suis pas bonne, ça bouge. » Bien, c'est normal que ça bouge. Au contraire, ça veut dire que tous vos muscles sont en ajustement. Et c'est ça qu'on veut, parce que dans le quotidien, quand vous êtes en train de marcher, ça bouge. Donc, on veut qu'il y ait de la réactivité au niveau de vos neurones musculaires. Là, je ne sais pas, ils sont peut-être en train de le faire en ce moment. J'espère. Si vous le faites en ce moment, vous le sentez. Et comme Magnelle le mentionne, c'est normal cet effet-là parce que les muscles propriocepteurs doivent se coordonner en contractant chacun leur tour pour essayer de trouver l'équilibre. Donc, cette contraction en alternance des muscularisateurs fait en sorte qu'ils s'entraînent en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on s'adapte éventuellement. Donc, si vous faites cet exercice-là et qu'il n'y a plus d'effet d'instabilité, il faut passer à l'étape suivante. Si vous ne sentez plus ces débalancements. Étirement des unipodales dynamiques. Ouais. C'est vrai. Unipodales dynamiques. Encore une fois, avec l'appui pas trop loin. Je marche sur place. Et au 3e mouvement, je vais garder mon genou à 90 degrés dans les airs. Donc, si je me montre, là, je suis installée sur le côté comme ceci. Et je tiens un bon 5 secondes. Puis, je redescends. Marche, marche, marche. Et je reste dans mon mouvement de 90 degrés. Ça a l'air bien facile, mais si vous l'essayez, assurez-vous d'avoir un petit appui pas trop loin parce que ça demande un ajustement. Marche, 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 et je reste. Là, vous voyez, je dois m'adapter. En parlant en même temps, mon cerveau fait 2 affaires. Et comme ça, je viens stimuler mon équilibre dynamique. Dernier exercice, c'est l'étirement du mollet. Donc, c'est important encore là pour la mobilité, d'avoir un mollet bien mobile. Le muscle, plutôt le tendon d'Achille aussi, puis vasculariser tout ça, donc garder la mobilité, ça prend un peu de souplesse. Donc, puis souvent, c'est ça, c'est le tendon d'Achille en vieillissant aussi, c'est une structure qui va perdre de son élasticité. Donc, c'est important aussi d'aller l'étirer, de le stimuler. Donc, la position, tout simplement avec les 2 pieds, largeur des hanches, un pied à l'arrière, le talon bien appuyé au sol, c'est ça qui est très important. Et le deuxième point important, c'est d'avancer les hanches légèrement en fléchissant le genou avant. Donc, le bassin est vers l'avant et non pas reculé. Les fesses ne sont pas reculées. On avance le bassin vers l'avant. Genou fléchi à l'avant, pas trop. On ne dépasse pas les orteils. Le talon enfoncé au sol pour bien sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Beaucoup de bien. Voilà. Fait que ça, c'est les 5 exercices. 5 exercices simples. Puis, dans les 2 autres conférences, vous allez recevoir encore une suite un peu. Une autre qui va travailler peut-être un peu plus la musculaire et la puissance. Ouais. Puis, une autre feuille, un autre programme de 5 exercices qui va travailler un petit peu pour les os. Hein, c'est la mise en bouche. Renforcement des os, tout en lien avec la prévention des chutes, bien sûr. Puis, ça nous amène vers la fin. On a un petit peu étiré, fait qu'on va accélérer, mais je veux quand même vous parler de nos programmes vidéo. Oui. On a eu une question en début de présentation. Sur le fait, est-ce que les vidéos vont être accessibles après la conférence? En fait, vous savez, nos vidéos sont toujours accessibles. On a plus de 50 vidéos sur la plateforme Move 50+, M-O-V-E, pour mon objectif vieillir en forme, 50-5-0, PLUS. OK? Donc, la plateforme en ligne est accessible, elle est gratuite, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Il y a 5 programmes, dont un qui s'appelle Stabilité Posture. Et le programme Stabilité Posture,
est conçu expressément pour favoriser un bon équilibre. Donc, on a essayé d'amener tous les concepts qu'on avait dans la tête et de bâtir un programme qui, selon nous, est vraiment bon pour réussir à augmenter notre capacité à prévenir justement les chutes et à se stabiliser. On m'a demandé si les vidéos devaient être faites dans un ordre précis. En fait, pour ce qui est du programme de posture et stabilité, on vous le suggère de faire de 1 à... Ils sont numérotés en plus, donc c'est l'idéal. Par contre, c'est sûr, puis vous pouvez les répéter. Si le niveau, la première vidéo était un bon défi pour vous, vous pouvez le faire plusieurs fois avant de passer aux vidéos 2, aux vidéos 3, puis je pense qu'il y en a jusqu'à 8. Et vous sachez que les vidéos sont aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, la chaîne s'appelle Move 50+. Vous pouvez vous abonner. À ce moment-là, vous voyez les nouveautés. Puis, il y a un petit peu plus de matériel sur la chaîne YouTube que sur le site web. Parce qu'il y a certaines vidéos qui cadrent un petit peu moins nos catégories. Parfois, on ne les met pas sur la plateforme web, mais ils sont accessibles sur la chaîne YouTube. Puis j'ai souvent la question, oui, mais combien de fois il faut que je le fasse, cette vidéo-là, là, avant de passer à l'autre? Puis Annick l'a dit, faut, dans le fond, c'est de voir, est-ce que vous avez encore du défi à le faire? Parce que l'être humain, étant quand même une petite bébite qui aime bien ça, le confort, ce qu'on veut faire quand on fait de l'entraînement, c'est sortir légèrement de cette zone de confort-là pour aller chercher un défi. Les recommandations canadiennes en matière d'activité physique sont claires. Exercice modéré à intense. Si je ressens pas d'essoufflement ou si je ressens un léger essoufflement pendant que je fais, par exemple, un entraînement vitalité ou un entraînement sur chaise qui est plus cardiovasculaire ou un sans limite, à ce moment-là, est-ce que je suis dans une zone modérée à intense? La réponse est non. Pour ce qui est des exercices spécifiques à l'équilibre, on est dans la catégorie 2 fois par semaine et plus, si on peut, bien sûr, parce que plus, c'est toujours mieux, où on veut travailler mobilité, étirement, travail de l'équilibre. Donc, on n'a pas à être essoufflé pour aller chercher cette intensité-là. Mais bien sûr, je vous fais travailler, là. C'est assez difficile pour le commun des mortels. Moi, j'y ai pris un bon plaisir, un bon défi. Et on travaille toutes les spécificités, donc en dynamique, en statique, unipodale, bipodale, la posture, parce que la posture a un grand effet au niveau de notre équilibre en général. Et je vous invite toujours à combiner ça avec de la marche, avec un autre entraînement de type cardiovasculaire, puis avec d'autres exercices de musculation plus général, parce que là, on va vraiment axer au niveau du tronc, du dos et des membres inférieurs. Donc, on va clore avec ça. Je vous laisse avec le vidéo. On était vraiment très heureuse d'être avec vous. On s'excuse du dépassement. Comme on vous dit, on a beaucoup de jasette, moi et Marie-Noël. Puis, on va être avec vous dans les 2 prochaines conférences. On va essayer de condenser notre matériel. Oui. Donc, on vous laisse avec le visuel du vidéo. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Donc, vous pouvez nous rejoindre via le site web de Move 50+. Il y a un contact. Puis, on se quitte sur ça. C'était un plaisir. C'était le fun de voir quand même une belle gang. J'espère que vous avez appris des petites choses.